question de la crise écologique est déjà maintenant et va devenir encore plus dans les prochains mois et années la question politique, économique, sociale et éthique plus importante du XXIe siècle. Cette crise écologique a une diversité de formes très inquiétantes, mais la plus dangereuse, sans doute, c'est les changements climatiques. Et cette, disons, la catastrophe du changement climatique, en fait, a déjà commencé. Nous assistons déjà aux premières manifestations et nous ne sommes qu'à une montée de la température de 1,1. Alors, vous imaginez ce qui pourra arriver. Donc, on voit déjà, par exemple, les incendies de forêt qui se multiplient, incontrôlables dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Et les incendies de forêt, c'est un désastre à la fois parce que les forêts absorbent les CO2 de l'atmosphère. Une forêt détruite, évidemment, elle ne peut plus le faire, mais en outre, l'incendie transforme la forêt en CO2 qui monte dans l'atmosphère et augmente donc, contribue à augmenter la température. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et les incendies de forêt, les rivières qui commencent à sécher, les rivières et les lacs qui commencent à sécher, le problème de l'eau potable qui commence à se poser dans plusieurs régions, en France, en Europe, dans le monde, la montée de l'eau de la mer, etc. Bon, on sait qu'à partir de 1,5 degré depuis l'époque pré-industrielle, le changement climatique deviendra un processus déjà incontrôlable et on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Jusqu'où il peut aller. On parle maintenant déjà de 3 ou 4 degrés. Personne ne peut prévoir et personne ne peut savoir à partir de quelle température la vie en général et la vie humaine en particulier ne sera plus possible sur cette planète. C'est une question, personne n'a les réponses. Et il n'y a pas de planète B. Bon, il y a cet idiot multimillionnaire qui s'appelle Elon Musk qui veut aller à la planète Mars pour échapper au changement climatique. Bon, je lui souhaite un bon voyage, ce n'est pas une solution. Donc, voilà, nous sommes au début d'une crise dramatique qui menace, et c'est une menace sans précédent à l'humanité. Il n'y a rien de semblable dans l'histoire humaine. Et en fait, il faut revenir à de millions d'années passées, à d'autres ères géologiques, pour trouver quelque chose d'analogue à ce qui nous prépare l'avenir, à moins qu'on réagisse. La question qui se pose évidemment, c'est qui est responsable de du changement, de la crise écologique et du changement climatique. Et à mon avis, la réponse ne fait pas des doutes. C'est le système capitaliste. Et c'est un avis de plus en plus partagé. Le pape François, qui n'est pas particulièrement marxiste, dans son encyclique Laudato Si, il dit clairement le responsable du changement climatique et de l'injustice sociale, c'est l'actuel système économique globalisé fondé sur la propriété privée et sur la maximisation du profit. Bon, il n'utilise pas le mot capitalisme, mais c'est ça dont il parle. Max Horkheimer, le fondateur de l'école de Francfort, avait une phrase célèbre, il disait « Si vous ne voulez pas parler du capitalisme, vous n'avez rien à dire sur le fascisme. » Et le même s'applique à l'écologie. Si vous ne voulez pas parler du capitalisme, vous n'avez rien à dire sur l'écologie. Pourquoi le capitalisme? Parce que le système capitaliste, depuis son origine, ne peut exister sans expansion, croissance, accumulation de capital, de profit,
productivisme, produire de plus en plus de marchandises, consumérisme, c'est inhérent. Hein. Les analyses de Marx dans le Capital montrent que le capital ne peut pas exister sans l'expansion, la croissance, etc. à l'infini. Hein. Un capital qui se auto-limite, c'est aussi vraisemblable qu'un crocodile végétarien. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Et cette expansion et ce productivisme sont fondés depuis 2 siècles sur les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et les gaz, qui sont justement la cause principale, pas la seule, hein, du changement climatique. Bien. Maintenant, les capitalistes parlent des énergies renouvelables. Bon, ils investissent dans les énergies renouvelables, sans doute. Mais ils n'ont aucune intention d'abandonner les énergies fossiles. Hein. C'est pour ça que Greta Thunberg, cette magnifique jeune personne qui a contribué à mobiliser la jeunesse sur l'enjeu climatique, elle a dit une fois, il est mathématiquement impossible de résoudre la crise climatique dans l'actuel système économique. Bon. La preuve de cette incapacité, c'est le célèbre réunion des COP, hein, les réunions sur le changement climatique promues par les Nations Unies avec des représentants des gouvernements du monde entier. C'est COP, hein, les conférences des parties, hein, c'est les noms techniques. Elles se réunissent tous les années ou tous les 2 ans. Bien. Les COP, ça fait 30 années ou 25 années qu'elles se réunissent, et les résultats, est presque rien. Hein, presque rien. Bon. On reconnaît, dans les dernières années, finalement, les nations, les représentants, commencent à reconnaître qu'il y a un problème. Effectivement, le changement climatique, c'est vrai, il a à voir avec notre système économique, etc. Bon, les solutions, c'est ils ont des solutions mercantiles, des solutions du marché, solutions entre guillemets. Hein, bon, du type les marchés des émissions, c'est-à-dire j'ai émis moins cette année, donc je vends à une autre entreprise des droits d'émission. Bon. Ça mène absolument à rien. Ou alors le mécanisme de compensation. Une entreprise subventionne une forêt en Indonésie, en échange, elle peut continuer à émettre des gaz. Bon, c'est des arnaques, en fait. Hein. Il y a des études qui montrent que ça ne marche pas. Bon. Et les résolutions de ces conférences de parties sont ridicules en fait. Bon. Il y a 2 ans, il y a une conférence en Angleterre. Les responsables, qui étaient un haut fonctionnaire anglais conservateur, hein, au moment de présenter les résultats de la conférence, il a pleuré. Hein, il a pleuré parce que les résultats étaient pratiquement rien. Et la dernière conférence, qui était, si je ne m'équivoque, si je ne me trompe pas, à Sharm el-Sheikh en Égypte, bon, on a pris des résolutions pour aider les pays pauvres à affronter les conséquences du changement climatique, très bien, mais on a décidé que la question des énergies fossiles était enlevée de l'ordre du jour, à la demande de l'Arabie Saoudite et d'autres pays, etc. Donc on n'a pas discuté, on a enlevé de l'ordre du jour la question principale. Bon. Et tout ça résulte évidemment de la mauvaise volonté de certains gouvernements, comme celui de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays producteurs de pétrole, mais c'est une question plus profonde. Hein. C'est que ces gouvernements représentent le système capitaliste. Ils sont donc incapables d'affronter la question parce que pour affronter la question, il faut changer radicalement le mode de production et de consommation. Bien. Et ça, évidemment, ils ne peuvent pas faire. Et ils ne veulent pas faire. Dans les classes dominantes, il y a un secteur que j'appelle l'oligarchie fossile.
c'est les intérêts liés aux énergies fossiles, au charbon, au pétrole, au gaz, à ce qui est, et tout ce qui est autour, l'industrie automobile, l'industrie de l'aéronautique, le plastique, l'industrie chimique, cette oligarchie fossile, elle est très puissante. Elle domine la plupart des gouvernements de la planète et l'économie. Bon, donc, voilà pourquoi il faut prendre conscience que le responsable de la crise et du changement climatique, c'est un système. Ce n'est pas simplement la mauvaise volonté de tel ou tel gouvernement, c'est ou l'imbécilité de tel ou tel Donald Trump, etc. Non, ce n'est pas ça. Le problème est beaucoup plus profond, c'est un problème systémique. Ou mieux, le problème, c'est la civilisation capitaliste industrielle moderne. C'est un mode de production, c'est un paradigme, un mode de consommation, c'est un mode de vie, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui constitue la civilisation capitaliste industrielle moderne. Et si on ne propose pas de changer cela, on reste à des rustines, à des mesurettes qui ne changent absolument rien. Et c'est ce qu'on voit. Jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de changements, les discours verts sont merveilleux, et plus on parle vert, plus la planète devient grise. C'est ça le problème. C'est-à-dire les émissions augmentent sans arrêt, chaque année plus. Elles ont diminué un tout petit peu pendant le Covid, parce qu'il y a une régression économique, mais tout de suite après, elles ont augmenté et les particules, enfin les parties de CO2 s'accumulent, les autres gaz, le méthane, c'est encore plus dangereux que le CO2. Et par exemple, il y a la menace du permafrost. Le permafrost, c'est les immenses extensions de la Sibérie, du Canada, du Nord, etc., qui sont congelées depuis des siècles. Elles commencent à décongeler et elles libèrent des quantités énormes de méthane qui a un effet de serre pour le changement climatique des dizaines de fois supérieur au CO2. Et c'est en train de commencer déjà la fusion du permafrost. Bon, voilà les dangers qu'on est confrontés, qui exigent des mesures radicales. Radical, ça veut dire aller à la racine du problème. Et c'est quoi la racine du problème? Elle est systémique. C'est notre modèle de civilisation. Donc si on ne veut pas affronter le système, on est incapable de prendre des mesures qui sont nécessaires. Bon, et donc il nous faut des alternatives anti-systémiques, c'est-à-dire anti-capitalistes. Les alternatives, les propositions qui ne sont pas anticapitalistes sont très gentilles, mais c'est totalement incapable d'affronter le problème. Alors, c'est quoi l'écosocialisme? C'est une proposition qui vise la synthèse, l'unification, la convergence, la synthèse dialectique, si on veut, entre la tradition socialiste, notamment marxiste, dans ce qu'elle a de plus radical, de plus révolutionnaire, et l'écologie, aussi dans ce qu'elle a de plus radical. Donc c'est l'unité de deux. Ce qui signifie, l'écosocialisme signifie une rupture avec les modèles dominants du socialisme au XXe siècle, qui était d'une part le socialisme avec, sans guillemets, soviétique, et des autres pays semblables, ça inclut la Chine, etc., qui, du point de vue écologique, était désastreux, parce que l'écologie, ça ne les intéressait pas. Ils voulaient, entre guillemets, développer les forces productives en imitant le modèle occidental. Bien. Et de l'autre côté, il y a
le socialisme social-démocrate, qui n'était pas vraiment socialiste, puisque c'était des réformes dans les limites du capitalisme lui-même et même du néolibéralisme. Bon. Donc, du point de vue écologique, les bilans de ces deux modalités dominantes du socialisme au XXe siècle est décevant, sinon négatif. Donc, l'écosocialisme part de l'idée que l'écologie n'est pas un des points du programme socialiste qui inclut une cinquantaine de propositions. C'est pas ça. Ça change complètement la compréhension du socialisme. Du point de vue écosocialiste, la question écologique, et notamment la question du changement climatique, c'est pas un point parmi d'autres, ça doit être au centre de qu'est-ce qu'on comprend par socialisme. Parce que la question écologique, comme dit Naomi Klein, elle change tout. Elle change notre compréhension du capitalisme. C'est-à-dire le capitalisme, ce n'est pas simplement l'exploitation des travailleurs, comme le marxiste le disent depuis des siècles, avec raison. Elle est aussi de la destruction des fondements de la vie humaine. Et le socialisme ne peut pas être simplement un changement de rapport de production pour mieux développer les forces productives, c'est autre chose. C'est une transformation civilisationnelle, c'est un changement du paradigme des civilisations. Bon, donc l'écosocialisme, c'est une nouvelle façon de penser le socialisme et le marxisme. Il est aussi une autre façon de penser l'écologie, en rupture avec l'écologie dominante au XXe siècle et encore aujourd'hui, l'écologie des partis verts, de la plupart des ONG, qui ne met pas en question le capitalisme, qui s'adapte à des solutions du marché, et qui, disons, participe à des gouvernements dont les politiques n'ont rien d'écologique. L'exemple de Verts allemand, c'est le plus flagrant, mais il n'est pas le seul. Bon, donc, une écologie qui n'est pas anticapitaliste, une écologie qui n'est pas socialiste, est totalement incapable d'affronter les défis du XXIe siècle. Donc l'écosocialisme se distingue du socialisme dans ses formes dominantes et de l'écologie dans ses formes dominantes. Et en même temps, il veut en même temps convaincre, discuter avec nos camarades socialistes et nos camarades écologiques pour le convaincre qu'il faut cette synthèse, cette unité entre écologie et socialisme. Bon, donc l'écosocialisme reprend certaines idées fondamentales du socialisme marxiste. L'expropriation de capitalistes, l'appropriation collective des moyens de production, la planification démocratique. C'est-à-dire, il faut changer radicalement l'appareil productif et les modes de consommation. C'est-à-dire, il faut changer les sources, les énergies, mais il faut aussi réduire, il faut une décroissance. Il faut une décroissance. Et réduire, mais pas réduire en général, ce n'est pas une décroissance en général, il faut réduire les productions inutiles, les productions nocives, nuisibles. Et il faut arrêter de produire des sous-marins nucléaires. Il faut arrêter de produire tous ces gadgets qui ne servent à rien. Il faut arrêter de produire avec de la obsolescence programmée. Donc il faut un changement radical du mode de production, de ses sources d'énergie et de sa façon dont il fonctionne. Et donc aussi changer les modes de consommation, en commençant par la suppression de la publicité, qui est, disons, le moteur du consumisme. Mais tout ça, qui va les décider? Ce n'est pas les marchés, parce que le marché est contrôlé par ceux qui ont l'argent. Non, ça doit être décidé démocratiquement par la population elle-même.
C'est ça que nous appelons planification éco-socialiste démocratique. C'est la population elle-même qui va décider quels sont ses vrais besoins, une fois la publicité supprimée, et qu'est-ce qu'il faut produire, qu'est-ce qu'il faut consommer. Sachant que avec les énergies renouvelables, on ne pourra pas produire cette quantité astronomique de marchandises du capitalisme, il faudra réduire, il faudra une décroissance, et c'est la population elle-même qui va décider qu'est-ce qu'on doit supprimer et qu'est-ce qu'on doit développer, parce qu'il faut développer les transports publics à la place des voitures. Et il faut développer l'agriculture organique à la place de l'agro-industrie. Il faut développer les services publics, hein, l'éducation, la santé, etc. Bon. Donc il y a toute une autre façon de penser le mode de vie, la civilisation. C'est un autre, disons, l'écosocialisme, c'est un autre projet de civilisation, fondé sur d'autres valeurs de solidarité, d'égalité, de démocratie et de respect pour notre maison commune, pour la mère terre, si on veut. Hein. Bien. Et c'est donc un changement révolutionnaire, il faut le dire. Hein. L'écosocialisme propose un changement révolutionnaire. Hein. C'est pas par de petites adaptations, réformes avec le mécanisme des marchés qu'on va résoudre les problèmes. Il faut une transformation révolutionnaire. Mais j'aime beaucoup une citation de Walter Benjamin sur qu'est-ce que c'est une révolution. Alors Benjamin disait, selon Marx, les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Mais peut-être il faut avoir une vision un peu différente. Peut-être que les révolutions, c'est l'humanité qui tire le frein d'urgence pour arrêter les trains. Et c'est exactement notre situation. Nous sommes tous des passagers d'un train suicide. C'est le train de la civilisation capitaliste industrielle moderne. Ce train va à une vitesse croissante vers un abîme qui s'appelle changement climatique, catastrophe écologique. Donc il faut arrêter ces trains suicides. Bon, comment y arriver? Bon, on n'a pas une recette magique, mais l'écosocialisme a une stratégie qui est celle de la convergence des luttes. Il faut travailler à la convergence de luttes sociales et des luttes écologiques. Il faut promouvoir des luttes qui soient socio-écologiques, à la fois qui représentent les intérêts des opprimés, des exploités, des travailleurs, hommes et femmes, de la jeunesse, hein, des exclus, et qui soient écologiques. Bon, c'est ça l'objectif, et c'est ça qu'il faut travailler. Et par exemple, Notre-Dame-des-Landes, c'était un combat des paysans qui défendaient leurs terres, des écologistes qui ne voulaient pas d'un nouveau aéroport, de la jeunesse qui s'est engagée dans cette bataille, et on a gagné. Hein, et on a gagné. Et dans cette bataille de ce type, on peut, en gagnant la bataille, on peut ralentir un tout petit peu la vitesse du train, un tout petit peu. Hein. Mais surtout, les gens qui participent et ceux qui soutiennent prennent conscience de l'importance de la lutte. C'est par la lutte qu'on peut avancer. Ils prennent conscience de l'importance de l'organisation, de l'auto-organisation, de ne pas attendre que ça vienne d'ailleurs ou d'en haut. Et ils prennent conscience de qui sont les adversaires, hein, contre lesquels on lutte. Et c'est donc à travers le développement de luttes qui soient socio-écologiques qu'on peut avancer une conscience critique, une conscience radicale, une conscience anticapitaliste, peut-être une conscience éco-socialiste. Bon, il n'y a aucune garantie à ça. Hein. Il n'y a pas ni les lois de l'histoire, ni les lois de l'économie ne garantissent qu'on va gagner. L'idée que le capitalisme va s'écrouler
lui-même victime de ses contradictions, ça ne marche pas. Hein. Et donc, il faut, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut lutter. Et comme disait Bertolt Brecht, et je termine avec ça, celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Voilà. Il y a ce passage qui est très important de Marx où il dit « Tout progrès de l'agriculture capitaliste aux États-Unis est un progrès dans la destruction des sources de la richesse, qui sont le travail humain et la terre. Hein, c'est très important. Bon, d'abord, il y a cette idée que le progrès peut être destructif. C'est très bien ça, parce qu'il y a une idéologie du progrès, que le progrès n'apporte que le bonheur, etc. Non, le progrès capitaliste peut être destructif. Hein. Deuxièmement, il est destructif par rapport aux humains, au travail humain, hein, et par rapport à la nature. Dans l'exemple qu'il donne, c'est la fertilité de la terre. Marx était très préoccupé du problème de la fertilité de la terre. Donc, il faut effectivement que c'était une intuition importante, hein, mais limitée, évidemment, à un problème qui était celui de la fertilité. Mais, disons, sur le principe, effectivement, c'est une idée très importante, parce qu'effectivement, les dégâts écologiques sont des dégâts à la fois sociaux et environnementaux, hein, les deux à la fois. C'est pour ça qu'on a la stratégie de développer des luttes socio-environnementales, justement parce que toutes les questions écologiques ont un aspect social et un aspect écologique. Donc, disons, dans cette phrase de Marx, il y a déjà en germe l'idée de cette alliance de lutte sociale, de lutte des travailleurs et des luttes écologiques, parce que, disons, l'enjeu est le même, l'adversaire est le même. Les termes de l'écosocialisme, au début, a rencontré beaucoup de résistance. Les écologistes disaient le socialisme c'est fini, c'est dépassé. Alain Lippietz explique doctement qu'il faut passer du paradigme rouge au paradigme vert, etc. Bon, donc il y a eu de la résistance du côté écologique. Et du côté socialiste, on disait, vous savez, le socialisme inclut tout. Il inclut le féminisme, l'antiracisme, l'antifascisme, l'écologie, etc. Pas besoin d'ajouter rien. Donc, ils ne se rendaient pas compte qu'il faut un changement dans la définition même de qu'est-ce que c'est le socialisme. Bien. Mais, petit à petit, l'idée commence à faire son chemin. Et beaucoup de gens commencent à s'approprier du terme, ce qui en soi est une bonne chose. Mais, parfois, les termes courent le risque d'être dilués et d'être, disons, une version, disons, extrêmement faible de ce qui est le projet écosocialiste. Une version dans laquelle il serait simplement une alliance entre l'écologie de marché et le social-libéralisme de la social-démocratie. Hein? C'est-à-dire un peu de rose et un peu de vert pâle, si on veut. Hein? Si on prend les socialismes, entre guillemets, de la social-démocratie et on l'additionne avec l'écologie des partis verts, on gagne un écosocialisme très pâle qui a les défauts principaux, les défauts de ne pas mettre en question le système capitaliste, la civilisation capitaliste industrielle, et de proposer de réformes, de palliatifs, des solutions compatibles avec l'économie des marchés, pour utiliser leur terminologie, qui ne vont pas au fond du problème. Donc je pense qu'il faut, disons, revenir à la version originale du film, c'est-à-dire à un écosocialisme qui soit effectivement fondé sur une perspective anticapitaliste, révolutionnaire, et sur une vision écologique radicale qui questionne la logique du système. Voilà.
par l'appropriation collective des moyens de production, les travailleurs auront le contrôle sur le processus de production. D'abord, l'ensemble de la classe des travailleurs et de toute la population, à travers la planification écologique, aura le contrôle sur les objectifs de la production, qu'est-ce qu'on va produire et pourquoi. Et les travailleurs, dans leurs entreprises, ou dans leurs services publics, etc., vont, par un système de autogestion, décider comment on travaille, comment on se partage les horaires, etc., quelle force de travail on doit recruter, etc. Ça, c'est, disons, un changement fondamental qui permettrait de travailler autrement. Deuxième chose, comme on vise à la décroissance, on pourra créer les conditions pour une réduction qualitative des heures de travail. On n'aura plus besoin de continuer à travailler 8 heures par jour, etc. Donc, on peut imaginer très bien une semaine de 24 heures ou quelque chose comme ça. Travailler 4 heures par jour, pourquoi pas, c'est tout à fait faisable. Et donc les gens auront du temps libre. Ça, c'est une des idées importantes chez Marx. Marx, dans le Capital, il dit nous voulons, notre objectif, c'est les règnes de la liberté. Et les règnes de la liberté commencent avec la réduction de la journée de travail. Aujourd'hui, on assiste au contraire. La bataille du capitalisme, c'est travailler plus. Vous devez travailler plus d'heures, plus d'années, vous devez travailler 64 ans, 65, 66, etc. C'est toute la logique du capitalisme, c'est le contraire. Donc, il faut réduire le temps de travail pour laisser du temps libre, pour que les gens puissent se auto-réaliser à travers des activités qui peuvent être politiques, par exemple, participer à la gestion politique et économique, des activités sociales, des participations à différentes initiatives sociales, activités ludiques, pouvoir jouer, activités érotiques, l'amour, etc. S'occuper des enfants, c'est ça la vie. Ou l'activité artistique, s'exprimer d'une façon à travers l'art. Bon, c'est ça. Et donc ça, c'est un changement fondamental. C'est une autre civilisation, une civilisation du temps libre, de la auto-réalisation humaine à travers le temps libre. Je pense que ça, c'est fondamental dans le projet écosocialiste. Mais pour ça, il faut partir de l'idée qu'il faut réduire la production et la consommation. Il faut rompre avec le productivisme et le consumérisme qui obligent les gens à travailler plus et plus et plus. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut imaginer un autre rapport au travail. Et produire des matériaux inutiles qui ne sont même pas dans les Oui, c'est la production de biens inutiles qui sont une bonne partie des produits qui sont inutiles mais qui sont promus par la... Bon, il y a d'autres biens qui ne sont pas inutiles mais dont il faut absolument réduire la production. Par exemple, la voiture individuelle. Bon, elle a une utilité, indéniablement. Mais son utilité est en train de se réduire parce qu'avec l'accumulation de voitures croissantes, et les embouteillages, bon, les gens prennent plus de temps avec la voiture que s'ils avaient un cheval, par exemple. Bon. Donc, et puis, le problème de la pollution produite par la voiture, les problèmes pour la santé publique qui est posé par la voiture individuelle. Donc, et sans parler du fait que dans les pays du tiers-monde, c'est une petite minorité de la population qui a une voiture, ce qui n'est pas le cas en Europe et aux États-Unis. Mais... Donc, il faut réduire considérablement la production et la consommation des voitures grâce à, primo, l'extension du transport public gratuit. Le transport public gratuit, c'est le premier pas pour réduire les voitures. Le deuxième, c'est de rendre les villes plus propres aux piétons et aux transports comme les bicyclettes, les trottinettes, etc. Bon.
Donc il faut un changement de l'urbanisme. Les villes, aujourd'hui, les villes capitalistes sont faites pour la voiture. Hein. C'est la voiture qui décide tout dans l'urbanisme, etc. Et il faut créer des villes pour les gens, comme les étaient dans le passé. Et pour les gens puissent marcher. Hein. Bon, on prend les bicyclettes, comme c'est le cas dans les Pays-Bas, par exemple. Ou comme c'était le cas au Vietnam aussi. Bon, voilà, c'est ça qu'il faut repenser. La production, hein, la voiture aujourd'hui, c'est la marchandise, disons, centrale du système de production. Et il faut réduire considérablement, il faut réduire la place de la voiture parce qu'elle est écologiquement insoutenable. L'aliénation, c'est quand les produits de l'activité humaine, de la production, notamment les marchandises, échappent à tout contrôle humain et deviennent une force autonome, hein, qui, disons, fonctionne et qui se développe selon ses propres règles, qui personne ne contrôle. Même les capitalistes ne contrôlent plus. Le marché international, il fonctionne, c'est d'une façon totalement autonome, aveugle, contrôlée par personne. Et ça devient des espèces d'idoles. Hein. C'est pour ça que Marx parlait du fétichisme de la marchandise. Le fétiche, c'est une idole, hein, une idole. Et le marché, la marchandise, le capital, etc., sont devenus des idoles. Les théologiens de la libération en Amérique latine parlent de ça. Hein. Et des idoles qui exigent des sacrifices humains. Parce qu'au nom de règles du marché, du paiement de la dette, etc., bon, on impose, notamment dans les pays du tiers-monde, des conditions qui provoquent des millions de victimes. Hein. Bon. Donc ça, c'est ça l'aliénation, dont parlait Marx déjà dans les manuscrits de 1944, et la réification dont parlait Lukács et Guy Debord d'ailleurs. Hein. Et Guy Debord parle de la société du spectacle, c'est-à-dire les marchandises, on assiste au spectacle des marchandises, hein, mais on ne peut rien faire, on n'agit pas, hein, on ne contrôle pas. On ne peut que regarder passivement comment le marché mondial s'organise, comment les marchandises se vendent, se distribuent, etc. Bon. Et tout devient un spectacle marchand, que ce soit les sports, la religion, la politique, tout devient un spectacle marchand. Bien, donc il faut rompre avec ça. Il faut reprendre le contrôle sur la production, sur la consommation, et pour cela, il faut rompre avec la logique du système capitaliste, la logique mercantile, marchande du système capitaliste. Ça ne veut pas dire que dans l'écosocialisme, le marché n'aura pas sa place, certes, mais disons, les décisions fondamentales sur qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on consomme, c'est à travers la planification écologique démocratique. Et ça ne sera pas laissé au marché. Bon, donc il faut rompre avec cette aliénation, il faut qui justement, ces systèmes incontrôlés qui nous amènent à la catastrophe écologique. Hein, parce que personne ne contrôle le marché mondial et l'impuissance des gouvernements face à la crise écologique, ça résulte du fait que personne ne contrôle le marché mondial. Hein. Il est incontrôlable. Hein. On l'observe, on fait des pronostics, on dit ben, la croissance va augmenter, va diminuer, etc. Mais on ne le contrôle pas. Hein. On le contrôle pas. Donc pour reprendre le contrôle sur ce qu'on produit, il faut une transformation révolutionnaire et il faut en finir avec la logique capitaliste. Une série de travaux des dernières 20 années ont montré, notamment de John Bellamy Foster, qu'il y avait dans les écrits de Marx un début de réflexion importante sur la question écologique, notamment à travers le concept de rupture du métabolisme
entre les sociétés humaines et la nature. C'est-à-dire une rupture de la circulation des matières entre les sociétés humaines et l'environnement naturel. Et je pense que les travaux de Bellamy-Fos sont effectivement importants de ce point de vue. Simplement, je pense, et là je ne suis pas d'accord avec mon ami Bellamy-Fos, je ne pense pas que cette question était centrale dans les écrits de Marx ou d'Engels. Hein. Et ça apparaît à certains moments, notamment dans le Capital. Il y a certains passages qui montrent que Marx et Engels commençaient à avoir l'intuition que le capitalisme était destructeur de l'environnement, mais c'est quelque chose de relativement marginal dans leurs écrits. Il n'y a pas un livre écrit par Marx et Engels sur la question écologique, il n'y a pas un chapitre dans le Capital sur l'écologie, et cela s'explique très facilement parce qu'à leur époque, la crise écologique était tout au début. C'était loin d'avoir l'importance centrale qui est ça pour nous aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas comparable. Donc c'est normal que pour Marx et Engels, ce n'était pas un thème fondamental de leur réflexion. Hein? Bien. Mais ils avaient déjà cette intuition. Maintenant, on peut dire d'une façon générale que toute la crise écologique c'est une forme de rupture du métabolisme. Hein? Mais c'est très général. Hein? C'est très général. Et ça ne correspond pas exactement à ce que Marx disait, parce que pour Marx, c'était quelque chose de très précis par rapport à la fertilité de la Terre, quelque chose de limité. Hein? Bon, on peut étendre le concept. Bon, à la limite, on peut dire, bon, le changement climatique, c'est une rupture du métabolisme. Mais il ne faut pas en faire trop, je pense. Hein? Je pense qu'il faut analyser le changement climatique tel qu'il est et pas essayer de l'encadrer nécessairement dans l'approche de la rupture du métabolisme. Bon, on peut dire de façon très générale que tous les problèmes écologiques résultent de cette rupture du métabolisme. Mais, disons, je pense qu'il faut l'analyser en tant que tel et avec ses causes et son rapport avec le fonctionnement du capitalisme. Dans les campagnes, dans la vie rurale, dans l'agriculture, l'écosocialisme propose tout d'abord l'écosocialisme s'approprie en fait le programme de Via Campesina. Via Campesina, c'est le grand réseau des mouvements paysans à l'échelle planétaire. Hein. Et c'est un mouvement très important, très radical. Et ce qu'il propose, c'est de rompre avec la logique de la agro-industrie capitaliste pour développer une agriculture paysanne sous forme d'agriculture familiale ou de coopératives agricoles, avec l'objectif de produire selon le principe écologique, une agriculture organique, hein, utilisant les méthodes traditionnelles des paysans, et en finir avec les pesticides, qui sont une catastrophe écologique numéro 1, et c'est libérer de la dépendance aussi des fertilisants chimiques, qui sont aussi un problème du point de vue écologique, revenir aux formes plus traditionnelles de l'agriculture qui représentent de millénaires des connaissances et des pratiques écologiques. Bon, donc une agriculture écologique, une agriculture paysanne, une agriculture coopérative et une agriculture qui produit de la nourriture saine pour la population, ce qui n'est malheureusement pas le cas maintenant. Et la vision éco-socialiste de l'agriculture et de la production agricole implique aussi une réduction importante de la production et consommation de la viande. Disons, la viande, c'est un de ces produits qu'on ne peut pas supprimer, mais qu'il faut réduire beaucoup la consommation. Parce que la production de viande est
émettent responsables d'émissions de gaz, notamment du méthane, qui sont un des facteurs importants du changement climatique. Donc, en outre, le bétail dans l'agro-industrie de l'élevage, surtout dans les pays du tiers-monde comme le Brésil, est un des principaux responsables de la déforestation. Alors, il y a un rapport direct entre la production de viande au Brésil et la destruction de l'Amazonie. Parce que les producteurs de bétail, ils envahissent la forêt, ils la détruisent, ils remplacent par des pâturages, etc. Donc il faut réduire la consommation de viande. Ce n'est pas quelque chose qui va être imposé par un bureau politique, c'est le produit d'une décision de la population elle-même, à partir d'une compréhension des enjeux. Et donc il faudrait un élevage, pas le grand élevage industriel, mais l'élevage traditionnel, familial, etc. Et ce n'est pas un hasard si les communautés indigènes sont en première ligne aujourd'hui dans la lutte socio-environnementale. Par exemple, les indigènes au Canada contre l'exploitation de sable, du pétrole, des sables bitumineux au Canada, qui est le pétrole le plus sale de la planète, responsable d'émissions CO2 catastrophiques. Et ceux qui luttent contre ça, c'est en première ligne les indigènes au Canada. Aux États-Unis, c'est les indigènes Sioux qui se sont opposés à la construction d'un oléoduc, d'un pipeline monstrueux, extra large, qui devait amener ce horrible pétrole de sable bitumineux du Canada jusqu'au golfe du Mexique. Et c'est les indigènes qui se sont opposés en disant on ne veut pas de cet oléoduc sur nos terres et sur nos rivières. Et ils ont réussi à les stopper, le Dakota Extra Large Pipeline. Et la même chose en Amérique latine, c'est les indigènes de l'Amazonie qui se battent pour protéger la forêt. Donc ça, c'est, disons, dans une perspective éco-socialiste, les luttes indigènes, les soutiens aux luttes indigènes, c'est le chapitre numéro 1 de notre stratégie par rapport aux campagnes et à la ruralité, disons, c'est aidons les indigènes à protéger la nature, à protéger la forêt.